Julien, être ou ne pas être? Bah si Shakespeare il avait été suisse, il aurait été neutre. Tu n'as pas décidé. Suisse pire. La Suisse a-t-elle renoncé? Cette neutralité qui fait partie de l'ADN du pays serait-elle obsolète? Même la Suisse sanctionne la Russie. Even famously neutral Switzerland. Even Switzerland. Être neutre, ça n'est pas être pleutre. Punchline. C'est la thématique hype du moment, la neutralité suisse. Pas un jour ou presque où on n'en parle pas. Guerre à Gaza, conflit ukrainien. On doit faire quoi? On prend position ou pas? Vanille ou chocolat? Cette question de notre positionnement, elle est vraiment revenue depuis qu'on s'est aligné sur les sanctions européennes contre la Russie. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine est inacceptable. Certains ont même dit que c'était la fin de notre prétendue neutralité. Démasquer le méchant de Scooby-Doo. Et d'autres, bien au contraire, que ça prouvait qu'on était neutre. Bref, tout le monde y va de son analyse, de sa théorie, à tel point qu'on va même voter prochainement sur une initiative de l'UDC baptisée « Sauvegarder la neutralité suisse ». Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on est neutre? Et est-ce qu'on l'a vraiment été une fois? Et pourquoi ça nous tient tellement à cœur? Allez, on regarde dans le rétroviseur. Les premières traces d'une forme de neutralité suisse remontent à très loin, au 15e et 16e siècle. À l'époque, en fait, la Suisse, c'est quoi? C'est un chenil dans lequel plusieurs cantons alliés tentent de vivre plus ou moins bien ensemble. On est très loin du territoire actuel. En gros, c'est une sorte de petit chaos où il manque deux éléments essentiels. De la cohésion et de la paix. Comme un repas de Noël en famille. Et pour la xème fois, Anouchka, j'avais le droit de contester mon loyer. Et c'est dans le but d'apaiser tout ça que va naître progressivement le concept de neutralité. Parce qu'à l'époque, on a la hallebarde facile. Être neutre, ça n'est pas être pleutre. Ah non, effectivement. Preuve en est, la guerre de Zurich, un épisode peu glorieux qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais en résumé, c'est tout sauf de l'amour. Les premiers cantons suisses se tapent dessus, mais croient tout de même à un vivre ensemble. Et on accueille des petits nouveaux. Bâle notamment en 1501. Bâle peut entrer, mais à une condition, demande les confédérés, style Sitzen. En gros, vous venez, mais vous restez tranquille. Bâle qui doit rester neutre donc pour nous pacifier entre nous. Et oui, la neutralité, on l'a oublié aujourd'hui, mais c'est d'abord pour régler des conflits internes. On ne parlait pas d'embargo sur le gaz russe au XVIe siècle. Et puis à tous ces conflits internes s'ajoute enfin une guerre externe. Marignan 1515, comme le chante Annie Cordy, a des enfants autour d'une fontaine. C'est un massacre avec des milliers de morts, Annie. À Marignan, cette grande bataille va transformer la Suisse en très gros. Voilà ce qui se passe. La Suisse est en mode guerrière à l'époque et elle fait peur à toute l'Europe. Chiamine se mi ricordo i svizzeri, guerrieri feroci e temutissimi. On décide alors de s'étendre vers le sud, tellement que Milan devient même un protectorat suisse. Mais le roi français de l'époque, François Ier, veut lui aussi s'emparer de la ville et de ses alentours. Il affronte donc les Suisses à Marignan. Et là, c'est le drame. 10 000 soldats helvétiques meurent. 11 battaglie di seguito si scontrarono i due eserciti. Ormai dei svizzeri ce n'erano più dei morti che dei vivi. Pour certains, la défaite de Marignan est carrément à l'origine de la neutralité. Alors oui, ça a marqué un bon coup d'arrêt aux expansions helvétiques et à partir de là, on est resté bien au chaud chez nous. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui a cimenté notre neutralité? Certains historiens tempèrent. Parce que la notion de neutralité, on ne sait pas trop ce que c'est à l'époque. Elle n'est pas codifiée. 2, les confédérés n'ont donc pas décidé d'être neutres eux-mêmes à partir de ce moment-là. On leur a plutôt imposé de rentrer dans le rang. 3, parce que des centaines de milliers de Suisses vont continuer à combattre partout pour les souverains d'Europe. On vous recommande d'ailleurs notre super épisode sur les mercenaires. On est finalement en 1674, la date à laquelle on retrouve la première déclaration officielle de neutralité de la Confédération. Je cite « Nous voulons nous maintenir comme État neutre », écrit alors la Diète, sorte de conseil fédéral de l'époque. C'est que la Suisse prend de plus en plus conscience des avantages qu'elle tire de ce statut. Il faut dire qu'elle a récemment échappé au conflit le plus meurtrier qui a frappé l'Europe,
la guerre de 30 ans qui a notamment opposé catholiques et protestants et qui a transformé l'Europe en gazpacho géant. C'est d'ailleurs à la suite de ce sale conflit que l'on reconnaît officiellement l'indépendance de la Suisse. Elle est inscrite dans ce qu'on appelle les traités de Westphalie. Mais cette neutralité déclarée est aussi un moyen de défense pour un pays faible et pauvre. C'est ce qu'affirme notamment l'historienne Irène Hermann. Et c'est en fait une politique extérieure tout à fait typique d'un État très très pauvre, très faible. Et dans ce cadre-là, déclarer sa neutralité, c'est une manière de ne pas avoir à entretenir une armée permanente. Bah oui, ça arrangeait un peu tout le monde, cet État tampon au milieu de l'Europe. Recherche de la paix et faiblesse intérieure, besoin de cohésion entre cantons et garantie d'indépendance, voilà comment on peut expliquer d'où viennent les premières formes de la neutralité suisse. Mais elle n'est pas encore réellement codifiée, ni reconnue officiellement à l'international, cette neutralité. Ce sera chose faite quelques siècles plus tard. Allez, on part en direction de la ville de l'Opéra. Qui est, Julien, la ville de l'Opéra? L'opéra de Sydney. De Sydney, non. On part en direction de Vienne, en Autriche. Le début du 19e, c'est la gueule de bois en Europe. Le continent sort d'une période troublée par Napoléon et ses guerres. Napoléon est d'ailleurs définitivement défait. Il s'agit alors de remodeler l'Europe et c'est ce qu'il se passe au congrès de Vienne, puis à Paris, où la Suisse obtient pour la première fois la reconnaissance internationale de sa neutralité perpétuelle. Enfin, elle n'a pas non plus vraiment le choix. Ces puissances ont trouvé intéressant pour elles, pour leurs relations, et surtout pour empêcher, dissuader la France de récidiver dans une guerre d'expansion notamment vers l'Italie, doter la Suisse d'un statut de neutralité garanti par les puissances. On nous utilise comme bouclier humain, sympa. Mais ça n'est pas pour autant que la Suisse réussit à garder complètement le cap. On nous accuse notamment d'accueillir des réfugiés politiques. La Suisse qui joue aussi avec le feu, 1860 on revendique le nord de la Savoie. Et on envisage même une action militaire contre la France. Alors que finalement on l'attaquera seulement pendant l'Euro. Mbappé, le penalty. 10 ans plus tard, le président de la Confédération en personne entreprend des démarches avec l'Allemagne pour obtenir une partie de l'Alsace. Toujours est-il que notre bon pays traverse tout le 19e siècle sans être pris dans un conflit international. Mieux, ce sont les puissances européennes qui poussent même pour préserver la neutralité et la stabilité de la Suisse. Il faut dire qu'au centre de l'Europe, elle fait tampon entre les principaux États en construction. En plus, c'est un carrefour nord-sud essentiel avec ses cols alpins et bientôt ses tunnels. On vous a déjà payé la vignette pour traverser la Suisse au 19e siècle? Collé sur ton pare-brise, le pare-brise de ta calèche. Une Suisse pacifique et pacifiée assure donc aussi un commerce prospère pour nos voisins. Et pour nous, bien sûr. Le principe de neutralité est alors inscrit dans la Constitution de 1848. Elle n'est pas un principe fondamental, mais l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral doivent désormais veiller à la préserver. Et la Suisse surfe sur la vague avec la création de la Croix-Rouge notamment. Elle commence aussi à proposer ses bons offices, ainsi dès 1870, elle se présente comme puissance protectrice, assumant la représentation diplomatique des intérêts d'États en guerre. Elle arbitre des conflits et commence à abriter le siège de conférences et d'organisations internationales. Tout ça, c'est bon pour notre image. Et pour notre porte-monnaie aussi, qui gonfle, surtout à partir du XXe siècle. La Suisse peut faire des affaires avec tout le monde puisqu'elle est neutre. Et en plus, ses affaires sont clean et morales parce que la Suisse, c'est la paix. On gagne sur tous les tableaux. King, double king, carton. On est à la stratégie géopolitique ce que Patrick Bruel est au poker. Des cracks. Le tout est définitivement consolidé en 1907 avec la codification du droit de la neutralité dans les conventions de la Haye. Elles sont d'ailleurs toujours en vigueur et voilà les principales règles. Bon, faut surtout retenir le point 1, s'abstenir de participer à la guerre, bon c'est logique. Puis il faut noter le point E aussi, c'est peut-être le plus important, garantir l'égalité de traitement des belligérants pour l'exportation de matos de guerre. Il peut aussi continuer à commercer librement avec les parties en conflit. À ce point-là, il va susciter bien des débats. On peut continuer à dealer avec tout le monde, même si on est neutre, tant qu'on vend la même quantité d'armes à tout le monde. C'est aussi ça la neutralité. Bref, on est donc au début du 20e, c'est un peu l'âge d'or de la neutralité helvétique, la Suisse est reconnue comme telle, on sait aussi de quoi on parle, c'est réglé, c'est précisé, tant mieux, parce que le concept va être testé en version XXL, King Size, Triple Whopper, supplément cheddar. La Première Guerre mondiale éclate et la Suisse se déclare neutre.
C'est parti pour le grand test. Un test d'abord économique et pour cause. À l'époque, les besoins principaux de la population et des entreprises dépendent pour près de la moitié de l'étranger. Alors comment on fait pour maintenir des relations économiques sans favoriser l'un ou l'autre camp? Eh ben, les belligérants nous imposent des offices de contrôle, comme la Société suisse de surveillance économique, la SSS, surnommée ironiquement par la population Souveraineté suisse suspendue. Bah oui, en fait on décide pas trop ce qu'on fait, mais ça marche quand même et la Suisse arrive plus ou moins à jouer les équilibristes, en tout cas en façade, hein. C'est sur le plan politique que c'est plus compliqué. En effet, la population est déchirée au début du conflit avec d'un côté les Romans qui penchent en majorité vers la France, alors ça, les temps ont changé, et les Alémaniques qui sont plutôt pro-Allemagne. Ça, les temps, ils ont pas trop changé. À cela s'ajoute la nomination d'un chef de l'armée qui ne va rien arranger à l'ambiance. Il s'appelle Ulrich Wille et il est, comment dire, pas super rassembleur. Sa nomination déjà était assez difficile. En fait, il est le candidat du Conseil fédéral, mais il est assez peu apprécié par une partie de l'Assemblée fédérale, notamment parce qu'on connaît ses positions assez peu démocratiques. Il méprise beaucoup les parlementaires, la démocratie, il méprise les romans, il ne parle des socialistes qu'en les traitant de salauds, de Schweinhunde. Sympa. Ulrich Wille va même proposer au Conseil fédéral l'entrée en guerre de la Suisse aux côtés des alliés de l'Allemagne. On était à ça des casques à pointe. Du coup, et c'est un peu normal, la France elle enrage des accointances helvétiques avec son ennemi. Elle étudie alors une possible intervention sur le territoire helvétique. C'est ce qu'on a appelé le plan H. La France projette d'attaquer l'Allemagne par la Suisse. Nom de code, plan H. H pour helvétique. Mais l'Allemagne anticipe la manœuvre et lance un assaut sur Verdun, obligeant ainsi la France à abandonner son plan initial. Honnêtement, tout aurait pu partir en cacahuète. Mais conscient du danger, le gouvernement et quelques intellectuels font appel à l'esprit de neutralité pour rebooster la cohésion nationale et le patriotisme helvétique. Et ça marche. Les Suisses se ressoudent derrière cet emblème et le pays passe à travers la Première Guerre mondiale sans être touché. La Suisse représente même les intérêts diplomatiques de 25 pays durant le conflit. Les actions de la Croix-Rouge sont par ailleurs saluées, le CICR, magnifique outil de soft power suisse. On a fait un épisode dessus si jaja. La Suisse s'en sort donc après quelques frayeurs et un parcours laborieux, magnifiquement illustré par cette carte postale de l'époque. Non, ne tombe pas, petit circassien! À la suite de ce premier conflit mondial, l'image de la neutralité suisse va encore s'accentuer. Genève devient le siège de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, en 1919. Une organisation que la Suisse intègre un an plus tard en obtenant un statut assez spécial. En gros, elle est dispensée de suivre les sanctions militaires contre un État, mais elle doit appliquer les sanctions économiques décidées. C'est la neutralité différentielle. La Suisse est le seul pays au monde à en bénéficier. Arrive alors la Deuxième Guerre mondiale. La Suisse semble pépouze comme ça, mais la crainte d'une invasion allemande, elle est bien là. Le pays se prépare au combat tout en réaffirmant sa neutralité. Cela dit, les autorités ne vont pas vraiment se gêner à entretenir des rapports avec les pays en conflit. D'un côté, elles tolèrent la présence d'une centrale d'espionnage américaine à Berne, et de l'autre, des crédits sont accordés à l'Allemagne afin de s'approvisionner en matériel de guerre. Alors que la Banque nationale suisse, la BNS, elle, rachète la majeure partie de l'or nazi envoyé à l'étranger. Une histoire longtemps ignorée, puis remise en lumière par la commission Bergier. La place financière suisse ne ressort pas grandie des nouvelles études publiées aujourd'hui par la commission Bergier. Transactions financières avec le Troisième Reich, transfert de capitaux allemands, la Suisse a joué un rôle de plaque tournante dans les opérations occultes nazies. L'or nazi qu'on rachète et qui permet à l'Allemagne de se financer, on ne va jamais nous le pardonner. Cela dit, le débat est toujours vif entre historiens. Si personne ne remet en cause les courbettes de la Suisse à l'égard des nazis, certains estiment aussi que les dirigeants helvétiques ont tenté de faire au mieux pour éviter d'être pris dans la guerre, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et cette caricature du conseiller fédéral vaudois de l'époque, Marcel Pilegola, le montre assez bien. Encore un équilibriste. Nous manque plus que quoi, des éléphants, une femme à barbe, un chapiteau, puis on ouvre un cirque. Ah ouais, puis tu rajoutes Bassam Baker et t'as le cirque Knie. Et puis arrive la fin de cette guerre. Enfin, cette
mai 1945, capitulation de toutes les troupes allemandes, fin de la guerre en Europe, reconnaissance dans le cœur de tous les hommes libres. À Genève, que l'on appelait la ville des nations, la joie explose, tel un feu d'artifice. Et en même temps, nous, Suisses, nous nous sentons pénétrés d'une profonde gratitude. Ne sommes-nous pas parmi les rares peuples de la Terre qui peuvent fêter le retour de la paix sans avoir été plongés dans le cataclysme, sans avoir à attendre la guérison de plaies épouvantables? Un peu paradoxalement, la Suisse sort affaiblie de ce conflit sur le plan international. Et on est passé pour des clowns. Des éléphants et falalards dans un chapiteau, on ouvre un cirque. En fait, certains nous en veulent d'être restés les bras croisés, on passe un peu pour des profiteurs et on a un peu mauvaise réputation. Le monde a vaincu le fascisme, mais nous, comment est-ce qu'on a pu rester neutre face aux nazis? Néanmoins, sur le plan intérieur, la neutralité s'est testée et approuvée. La Suisse a évité le pire durant les deux plus grandes guerres de l'histoire. Aucune raison pour elle de changer de cap. Et ce, alors que se profile une autre guerre, de type froide cette fois, le cirque d'hiver. Juste après la guerre, le monde se divise en deux blocs. Le bloc de l'Ouest, l'Occident, et le bloc de l'Est, l'URSS et ses alliés communistes. À cela s'ajoute la création de tout un tas d'organisations internationales, dont les Nations Unies, l'ONU. Mission pour la Suisse, tracer un chemin entre ces nouvelles donnes, tout en restant neutre. Chaud. Alors comment qu'on fait? Eh ben on joue au jeu préféré de la Suisse, le tchoukball. Et non Julien, l'équilibrisme, avec un homme au cœur de ces délicats exercices, Max Petitpierre, chef de la diplomatie suisse. Et Petitpierre, il va avoir un max de cailloux dans sa chaussure. Max Petitpierre, max de cailloux. Ce Neuchâtelois va d'abord établir des relations diplomatiques avec l'URSS, puis il pousse la Suisse à classer les traités et autres adhésions aux organisations internationales en deux catégories, compatibles ou incompatibles avec la neutralité. Exemple, devenir membre de l'ONU. Bah c'est non, car c'est trop politique. Par contre, le plan de reconstruction de l'Europe, appelé le plan Marshall, c'est oui, car c'est technique. Même s'il faut bien dire, ce sont les Américains qui sont à la manœuvre. Des Américains qui vont même pousser la Suisse à participer à un embargo contre les États communistes en 1951. La Suisse, on va pas se mentir, en fait à l'époque elle est du côté de l'Ouest et l'URSS montre les dents. Mais par une communication habile, Max Petitpierre va réussir à préserver l'image de la neutralité. Il insiste sur son importance pour le monde avec un slogan « Neutralité et solidarité ». Résultat, il développe la politique des bons offices et l'engagement humanitaire, alors que la Suisse et Genève deviennent plus que jamais capitale de la paix. On y abrite les conférences majeures sur les grands conflits de l'époque. Et puis boum, 1991 c'est la fin du bloc de l'Ouest et là beaucoup de choses vont changer. Par crainte d'être isolée du nouvel ordre mondial, la Suisse décide de limiter la neutralité à une sorte de noyau dur, en gros ne pas participer à des conflits. Parce que pour le reste, finalement elle s'ouvre. Suivi de sanctions européennes, suivi de résolutions de l'OTAN, la Suisse participe même à des missions de maintien de la paix comme au Kosovo, avec la Suissecoy dès 1999. Un gros débat à l'époque, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Quant à l'ONU, la Suisse franchit le pas en 2002. Une décision historique qui va même aboutir à ça. Parmi les candidats du bloc occidental, deux candidats ont été communiqués, Malte et la Suisse. Le vote a commencé. Sauf surprise, l'élection de la Suisse est acquise, mais il lui faut tout de même 2/3 des voix. Le suspense dure jusqu'à l'annonce du résultat. La Suisse, 187 votes. 187 voix sur 190 valables. Plus de 10 ans d'efforts diplomatiques couronnés de succès. 2022, la Suisse devient même membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Impensable il y a encore quelques années. Notre pays se retrouve au cœur de défis internationaux. Tout le monde applaudit, sauf l'UDC, pour qui cette élection sonne définitivement le glas de notre neutralité et de notre souveraineté. Et voilà qu'on arrive à aujourd'hui. Que reste-t-il de cette neutralité en 2024 en Suisse? Et d'ailleurs, comment la définir à l'heure des conflits à Gaza et en Ukraine? On l'a vu, la notion même de neutralité est infiniment complexe. Elle pourrait même se résumer à ça en vérité. Le problème de base est que personne exactement sait qu'est-ce que c'est la neutralité. En fait, on peut dire qu'il y a aujourd'hui deux types de neutralité fondamentales. Le droit de la neutralité inscrit dans la Convention de la Haye de 1907, on l'a vu, et puis il y a surtout la politique de neutralité. Et là, en fait, tout dépend du contexte international du moment. C'est pas moi qui le dis, c'est le département des affaires étrangères en personne. Et le contexte international du moment,
Bah en fait il fait que changer, surtout en ce moment, et il est sujet à des interprétations diverses. Il n'y aurait donc aucune constance dans la notion de neutralité, sauf peut-être sa malléabilité. Quant au débat actuel sur la neutralité de la Suisse vis-à-vis par exemple, je sais pas, du financement de l'UNRWA, des sanctions contre la Russie ou de la réexportation d'armes vers l'Ukraine, on ne va pas trancher le débat ici, mais il met clairement en lumière toute la difficulté de porter l'étiquette de neutralité dans un monde de plus en plus éclaté et complexe, avec des questions à n'en plus finir, du genre, devrait-on opter pour une neutralité stricte, comme le préconise l'UDC par exemple? Genre, on prend jaja position, ou au contraire, doit-on jouer la carte de la neutralité active prônée par les autorités, notamment avec de beaux numéros d'équilibristes à la clé? Et si oui, jusqu'où? Dans quel contexte? Pour quel but? Quoi qu'il en soit, la neutralité existe, et ce depuis des siècles. Ça n'est pas un mensonge, elle a carrément formé le pays dans lequel on vit aujourd'hui. La neutralité a permis de maintenir la paix dans la Confédération, de rester à l'écart des plus grandes guerres de l'histoire. Elle a permis aussi, il faut bien le dire, de nous enrichir et de pouvoir proposer nos bons offices. Bonjour la bonne image! D'un autre côté, la neutralité nous a aussi fait parfois passer pour des gros mous et des profiteurs. Faut bien avouer que la Suisse en a parfois joué pour en retirer des avantages, pas toujours idéaux. Toujours est-il que la neutralité fait partie de notre ADN, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Selon un récent sondage de l'EPFZ, on serait plus de 90% à soutenir le concept. Et c'est peut-être la seule arme que nous avons, une arme ou moyen de défense qui s'est développé naturellement en tant que confetti au milieu de l'Europe. Et je tiens à remercier énormément Adrien Krause qui a coécrit cet épisode, c'est lui qui a fait en fait tout le boulot, mais Adrien. Et à Irène Herman qui a relu le texte. Et vous en pensez quoi? La neutralité, concept d'opportuniste ou de faiseur de paix? J'étais sûr que t'allais te marrer sur cette fin. J'étais sûr.